Ma femme est partie pour un voyage d'une semaine entre filles avec ses amis fortunés. Elle est revenue enceinte de l'enfant du mari de sa meilleure amie. Voici comment je me suis assuré qu'elle en paie le prix. Très bien, Reddit, préparez le popcorn, parce que cette histoire est un véritable tour de montagne russe. Ma femme est partie en vacances avec ses amis riches. Elle est revenue en portant l'enfant d'un autre homme et s'attendait à ce que j'encaisse simplement le coup. Alerte spoiler, je ne l'ai pas fait. J'ai 32 ans, je suis un homme, expert en indemnisation d'assurance. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et ça offre des avantages corrects. Ma femme, Grace, 29 ans, travaillait pour une organisation à but non lucratif dans l'organisation d'événements. Nous étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 8 au total, et pendant la majeure partie de ce temps, tout allait bien. Pas parfait façon Instagram, mais solide. Nous avions notre maison de 2 chambres en banlieue, une Honda et une Ford garée dans l'allée, et ce genre de vie où notre plus grand stress consistait à choisir entre Home Depot ou l'OS le samedi matin. La maison était un bien à rénover que nous avions acheté juste après notre mariage. Rien de luxueux, simplement une maison de plein pied typique des années 1980, avec une bonne structure et une moquette affreuse. J'ai passé 2 ans de week-end à arracher cette moquette, à rénover le parquet en dessous, à moderniser les placards de la cuisine moi-même parce que les entrepreneurs demandaient 5000 $ pour ce que j'ai fait avec 200 $ et beaucoup de tutoriels YouTube. Grace avait choisi les couleurs de peinture et organisé l'ensemble. Elle avait transformé l'endroit en un foyer plutôt qu'en une simple maison. Nous en étions fiers, de cette fierté qu'on ressent pour ce que l'on construit soi-même, même si cela n'impressionne personne d'autre. Nos voitures étaient toutes les deux entièrement payées, ce qui nous semblait être une immense réussite dans un monde où tout le monde semblait louer de nouveaux véhicules tous les 3 ans. La Honda était la voiture quotidienne de Grace, une Accord de l'année 2014 avec 90 000 miles au compteur, qui fonctionnait à merveille. Mon Ford F-150 était plus ancien, un modèle de 2011 que j'avais acheté d'occasion avec 60 000 miles, mais il était parfait pour transporter du matériel quand je devais faire des réparations à la maison ou aider des amis à déménager des meubles. Nous n'étions pas en difficulté, mais nous n'étions pas à l'aise non plus. C'est étrange entre deux de la classe moyenne où l'on peut payer ses factures et parfois s'offrir un dîner au restaurant, mais où une grosse réparation automobile ou une urgence médicale peut tout faire basculer dans le chaos. Nous avions un fonds d'urgence modeste auquel nous contribuions avec une rigueur presque religieuse, des comptes de retraite qui croissaient lentement mais régulièrement, et un tableau budgétaire que je mettais à jour chaque dimanche soir comme un véritable rituel financier. Et puis il y avait Melissa. Melissa Chen était la meilleure amie de Grace depuis l'université et l'incarnation vivante de tout ce que nous n'étions pas. Pendant que nous découpions des coupons et débattions pour savoir si le ketchup de marque valait le $1 supplémentaire, Melissa voyageait en première classe vers l'Europe et achetait des chaussures qui coûtaient plus cher que notre mensualité de crédit immobilier. Son mari, Brandon, gagnait une somme d'argent absurde dans le capital risque, le capital investissement ou je ne sais quelle autre activité de riches qui portent des costumes à 1000 $ et font semblant de travailler. La dernière fois que j'avais entendu, il gagnait bien plus de 500 000 $ par an, ce qui relevait presque de l'argent du Monopoly tant c'était déconnecté de notre réalité. Je les avais rencontrés quelques fois lors de dîners mondains et de galas de charité auxquels Grace avait réussi à nous faire inviter. Ces événements étaient toujours inconfortables pour moi. J'arrivais avec mon unique costume correct acheté chez Men's Warehouse 3 ans plus tôt, entouré de personnes portant des marques de créateurs dont je ne savais même pas prononcer les noms. Les conversations dérivaient inévitablement vers les résidences secondaires, les écoles privées et des stratégies d'investissement qui exigeaient des revenus disponibles à 6 chiffres rien que pour y participer. Brandon semblait plutôt correct pour un homme qui avait probablement quelqu'un pour repasser ses chaussettes. Il se souvenait de votre nom, posait des questions polies sur votre travail, même s'il se fichait clairement des dossiers d'indemnisation d'assurance. Tout le numéro de fausse sincérité que les riches maîtrisent à la perfection. Il avait cette manière de vous donner l'impression d'être écouté sans réellement écouter, hochant la tête aux moments appropriés tandis que ses yeux balayaient la pièce à la recherche de personnes plus importantes avec qui réseauter. Malgré tout, comparé à certains autres riches prétentieux de leur cercle, il était supportable. Il ne me faisait jamais sentir pauvre de manière directe, ce que j'appréciais, même si l'environnement entier s'en chargeait parfaitement tout seul. Melissa, elle, était aimable de cette façon qui laisse deviner qu'elle calcule mentalement si vous valez son temps, mais elle traitait Grace comme une reine, alors je tolérais toute cette dynamique. Elle connaissait Grace depuis la première année d'université, à l'époque où elles étaient toutes les deux des étudiantes fauchées, partageant des sachets de nouilles instantanées et étudiant jusqu'à 3 heures du matin. Elles étaient restées proches même lorsque leur vie avait divergé vers des directions totalement différentes. Leur trajectoire avait divergé. Melissa avait épousé l'argent et n'avait plus jamais travaillé un seul jour après l'obtention de son diplôme, tandis que Grace avait choisi la voie associative parce qu'elle voulait faire une différence, même si cela payait très mal. Leur amitié avait toujours eu cette dynamique étrange où Melissa jouait le rôle de la bienfaitrice généreuse et Grace celui de la bénéficiaire reconnaissante. Des vêtements de créateurs que Melissa ne portait plus apparaissaient dans notre placard.
Des billets pour des spectacles complets surgissaient comme par magie parce que l'assistante de Mélissa en avait soi-disant acheté trop. Des dîners dans des restaurants où le plat principal coûtait 50$ avaient lieu régulièrement parce que Mélissa insistait pour inviter. C'était de la charité déguisée en amitié. Et même si j'appréciais que Grace puisse profiter de belles choses, cela me laissait toujours un goût amer. Quand on a des amis riches alors qu'on ne l'est clairement pas, il existe toujours ce déséquilibre de pouvoir étrange. Mélissa évoquait nonchalamment un week-end à Cabo comme si elle parlait d'un simple trajet jusqu'à Target, et Grace rentrait à la maison avec ce regard qui donnait l'impression qu'on venait de lui rappeler tout ce que nous ne pouvions pas nous permettre. Je la surprenais en train de faire défiler l'Instagram de Mélissa, fixant des photos de piscine à débordement et de brunch au champagne, et je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Mais nous étions heureux, ou du moins je le croyais. Certes, nous ne pouvions pas dépenser 10 000$ sur un coup de tête pour des vacances tropicales, mais nous avions l'un l'autre, non? Nous avions nos soirées cinéma, nos vendredis à emporter et cette routine confortable dans laquelle les couples s'installent une fois l'excitation initiale retombée. Avec le recul, peut-être que le confort était le problème. Peut-être que confortable n'était qu'un autre mot pour ennuyeux quand la meilleure amie publie des stories depuis un yacht en Méditerranée. Ce mardi de mars, tout a changé. J'étais affalé sur notre canapé d'angle, télécommande à la main, en train d'hésiter entre un match de basket et un documentaire sur des crimes non résolus. Une décision vraiment palpitante. C'est à ce moment-là que Grace a fait l'irruption par la porte d'entrée comme si elle venait de gagner à la loterie, sauf que son visage affichait cette expression très particulière qui signifiait généralement qu'elle s'apprêtait à dépenser de l'argent que nous n'avions pas pour quelque chose dont nous n'avions pas besoin. Elle a envoyé valser ses talons avec une exagération théâtrale qui les a dispersés dans l'entrée. Ce n'étaient pas des talons en promotion chez Target. C'était ce qu'elle avait acheté après sa dernière sortie avec Mélissa, ce qui avait coûté 200$ et qu'elle avait juré être un investissement pour sa garde-robe professionnelle. Il gisait maintenant sur notre sol comme de coûteuses victimes de son excitation. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer », a-t-elle annoncé, et je jure que les fenêtres en ont tremblé. J'ai coupé le son de la télévision et je me suis préparé mentalement. La dernière fois qu'elle avait commencé une conversation de cette manière, nous avions fini avec une multipropriété à Orlando que nous n'avions visitée qu'une seule fois avant de réaliser que nous nous étions fait arnaquer. La fois précédente encore, elle nous avait inscrits à des cours de peinture pour couple où j'avais découvert que j'avais le talent artistique d'un tout petit commotionné. Mélissa vient d'appeler, a-t-elle poursuivi, vibrant d'une énergie à peine contenue. Elle m'a invité au voyage entre filles le plus incroyable. Elle loue tout un complexe balnéaire pour une semaine entière. Juste ses amis les plus proches, pas de mari, pas de responsabilité. Le paradis absolu. Mélissa. Bien sûr que c'était Mélissa. Laisse-moi deviner, ai-je dit, sachant déjà que cela allait faire mal d'une façon ou d'une autre. Elle veut que tu prennes l'avion vers un endroit exotique, que tu séjournes dans un lieu au nom imprononçable et que tu vives comme une reine pendant une semaine pendant que je tiens la maison ici. Grace m'a lancé ce regard. Celui qui signifiait que j'étais dramatique et que je gâchais son moment. Elle prend tout en charge, a dit Grace en s'asseyant près de moi et en attrapant mes mains comme si elle allait m'annoncer une nouvelle qui changerait notre vie. Le complexe, la nourriture, les soins au spa, littéralement tout. Elle a réservé l'endroit entier et veut que ses meilleurs amis soient là pour célébrer. Célébrer quoi? Elle a haussé les épaules. Est-ce que ça a de l'importance? Ce sont des vacances gratuites, chérie. Quand est-ce que j'ai eu l'occasion de faire quelque chose comme ça pour la dernière fois? Quand est-ce que nous pourrions nous permettre quelque chose comme ça? Elle n'avait pas tort. Entre mon travail dans les assurances et son poste dans le milieu associatif, nous appartenions solidement à la classe moyenne, avec parfois des glissades vers le accent grave peine suffisant lorsque des dépenses imprévues survenaient. Pour nous, des vacances signifiaient généralement un long week-end dans un hôtel à 2 heures de route avec un petit déjeuner continental douteux. La chose la plus luxueuse que nous ayons faite l'année précédente avait été de nous offrir les graissins à volonté chez Olive Garden. Alors, quand est-ce que cette mystérieuse tournée magique a lieu? Ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse ne serait pas pratique. La semaine prochaine. Bien sûr que c'était la semaine suivante. Les riches fonctionnent selon une temporalité complètement différente de celle des gens ordinaires comme nous. Ils peuvent tout laisser tomber et disparaître au paradis dès que l'envie leur prend. Pendant ce temps, je devais déposer mes demandes de congé 3 semaines à l'avance et prier pour que mon patron ne programme pas une réunion d'équipe pendant mes dates de repos. Elle a dit que c'était à la dernière minute parce qu'une de ses autres amies avait annulé, a poursuivi Grace. Elle ne voulait pas que la réservation soit gâchée. Ce n'est pas adorable de sa part de penser à moi? Adorable n'était pas le mot que j'aurais choisi. Pratique, peut-être. Une femme riche jetant des miettes à son amie moins chanceuse, comme on nourrit des pigeons au parc. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi, parce que l'expression sur le visage de Grace était une joie pure et je n'étais pas assez cruel pour lui voler ça. C'est génial, chérie, ai-je dit, et je le pensais en grande partie.
Tu mérites une pause. Amuse-toi avec tes amis. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs qui auraient fait passer des opérations militaires pour des promenades de santé. Grace est partie faire du shopping avec une férocité inquiétante, ce qui est terrifiant quand votre femme doit soudain rivaliser avec des femmes qui considèrent Nordstrom comme un magasin discount. De nouveaux maillots de bain sont apparus. Pas ceux du rayon promotion de Target que nous achetions d'habitude, mais de véritables pièces de créateurs venant de boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. Chacun coûtait plus que tout ce que j'avais dépensé en vêtements au cours de l'année écoulée. De nouvelles robes d'été ont suivi, fluides et hors de prix. Du nouveau, encore du nouveau, a envahi notre chambre jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'une boutique y avait explosé. Elle s'est fait coiffer dans un salon où il fallait normalement réserver des semaines à l'avance, mais qui, comme par magie, avait une place libre desquelles a prononcé le nom de Mélissa. Ils ont fait des mèches claires, des mèches foncées et un soin quelconque qui coûtait $300. Ses ongles ont été transformés en œuvres élaborées incrustées de minuscules pierres. Elle a acheté de nouvelles valises parce que, apparemment, celles que nous avions n'étaient pas adaptées à un complexe de luxe. Les chaussures, à elles seules, constituaient une catégorie entière de dégâts financiers. Des sandales pour la plage, des compensés pour le dîner, des ballerines pour marcher, des talons pour les soirées élégantes. Je regardais le solde de la carte de crédit grimper chaque jour, en essayant de me rappeler qu'elle méritait ça, qu'elle travaillait dur dans son emploi associatif mal payé, qu'elle demandait rarement quoi que ce soit au-delà de notre budget habituel. Qu'une semaine à la laisser se sentir à sa place dans le monde de Mélissa ne nous tuerait pas financièrement. Nous mangerions simplement des nouilles instantanées pendant un mois et sauterions quelques dépenses inutiles comme le chauffage et l'électricité. Tu es sûr d'avoir assez d'affaires ? Ai-je demandé la veille de son départ, en la regardant tenter de faire entrer ce qui ressemblait à un grand magasin entier dans 2 valises que nous ne pouvions clairement pas nous permettre. Elle m'a lancé un coussin, mais elle souriait. Ce sourire-là, ce bonheur sincère et sans filtre que je n'avais pas vu depuis des mois. À cet instant précis, en la voyant si excitée, j'ai pensé que ce voyage était peut-être exactement ce dont elle avait besoin, ce dont nous avions besoin. Une semaine séparée pour nous recentrer et apprécier ce que nous avions. Le matin de son départ, elle était debout avant l'aube, vérifiant tout une dernière fois et débordant d'une énergie nerveuse. J'ai préparé du café et des tartines qu'elle a à peine touchées, trop excitée pour manger. Mélissa avait organisé un service de voiture pour venir la chercher, évidemment. Les riches ne vont pas à l'aéroport dans des Honda vieilles de 15 ans. Tu vas passer un moment incroyable, lui ai-je dit en la serrant contre moi. Et je le pensais vraiment. Elle méritait d'être choyée et traitée comme quelqu'un d'important, même si ce luxe était emprunté à son ami fortuné. Elle m'a embrassé avec force, ce genre de baiser qui mène habituellement à autre chose, mais qui ne le pouvait pas cette fois parce que la voiture attendait. Tu vas tellement me manquer. Je t'appellerai tous les soirs et je te raconterai tout. Ne reviens juste pas avec des idées folles de redécoration à base de coquillages ou d'achat de multipropriétés, ai-je plaisanté. Elle a ri. Aucune promesse. La voiture est arrivée pile à l'heure, parce que le monde de Mélissa fonctionnait avec la précision d'une montre suisse. Je l'ai aidée à charger les bagages, ce qui a pris plus de temps que nécessaire parce qu'elle avait fait ses valises comme si elle déménageait définitivement. Le chauffeur, un type en véritable costume, a manipulé les sacs avec une efficacité professionnelle, pendant que je restais là en pantalon de survêtement, me sentant profondément déplacé dans toute cette mise en scène. Je t'aime, a lancé Grace en s'installant à l'arrière. Ne mets pas le feu à la maison. Je t'aime aussi. Amuse-toi bien. J'ai regardé la berline noire disparaître dans notre rue de banlieue, emmenant ma femme vers le paradis. La maison m'a paru immédiatement vide sans son énergie, mais j'étais sincèrement heureux pour elle. Elle méritait une semaine de luxe et d'amitié, même si cela soulignait tout ce que nous ne pouvions normalement pas nous offrir. Je n'avais absolument aucune idée que je regardais mon mariage s'éloigner dans cette voiture. Aucune idée que la femme qui m'avait embrassé au revoir avec une affection si sincère reviendrait chargée de secrets capables de faire exploser tout ce que nous avions construit ensemble. Les 2 premiers jours se sont bien passés, très bien même. Grace appelait chaque soir comme elle l'avait promis, s'extasiant sur le complexe, les soins au spa et la nourriture incroyable. Elle envoyait des photos de plages immaculées, de piscines à débordement et de plats soigneusement dressés qui coûtaient probablement plus que notre budget hebdomadaire de course. Ses amis avaient l'air magnifiques et heureux sur chaque image, vivant leur meilleure vie dans des maillots de bain de créateurs. J'étais heureux pour elle. Vraiment. La voir aussi détendue et joyeuse rendait presque les dégâts sur la carte de crédit acceptable. Le 3e jour, les appels ont commencé à être plus courts. Elle était épuisée par des activités et voulait simplement dormir, ce qui paraissait logique. Elle devait probablement condenser 7 jours de luxe dans chaque minute d'éveil. Le 4e jour, elle a envoyé un message au lieu d'appeler. Très fatiguée. On parle demain. Le 5e jour, silence radio jusqu'à tard dans la nuit, quand elle a envoyé un bref message disant qu'elle me manquait, étrangement impersonnel.
Le 6e jour, rien, jusqu'à ce que je lui écrive le premier pour demander si tout allait bien. Elle a répondu des heures plus tard, tout va bien, juste occupée à profiter du paradis. Le fait est que je ne suis pas du genre paranoïaque. Je ne vérifie pas les relevés téléphoniques, je ne traque pas les localisations et je ne fais rien de ces comportements de mari jaloux, mais il y avait quelque chose d'anormal dans cette coupure soudaine de communication qui a déclenché ce malaise au creux de mon ventre. Comme quand on sait qu'il y a un problème avec sa voiture avant même que le voyant moteur ne s'allume. Je me suis dit que j'étais ridicule. Elle était en vacances avec ses amis, probablement en train de boire en journée, de se faire masser et de faire tout ce que font les femmes riches dans des complexes exclusifs. Évidemment qu'elle n'était pas rivée à son téléphone. C'était tout l'intérêt du voyage. Mais ce sentiment ne disparaissait pas. Le 7e jour, elle a enfin appelé. Sa voix était étrange. Joyeuse de manière forcée, comme si elle lisait un texte. « Salut chérie, je voulais juste te dire qu'on passe un moment incroyable. Mélissa a prolongé le séjour de 2 jours. J'espère que ça te va. 2 jours de plus de cette distance bizarre. Bien sûr, pourquoi pas. Ça me va, ai-je répondu en gardant une voix neutre. Content que tu t'amuses. Je t'aime, a-t-elle dit rapidement avant de raccrocher. Je suis resté à fixer mon téléphone pendant une bonne minute après cet appel. Quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à dire quoi exactement, mais tous mes instincts hurlaient que quelque chose de fondamental avait changé. Elle est rentrée le 9e jour, et je l'ai su immédiatement. À la seconde où Grace a franchi la porte d'entrée, toutes les alarmes dans ma tête se sont déclenchées à plein volume. Ce n'était plus la même femme que celle qui était partie. Elle avait maigri, ce qui était étrange pour quelqu'un qui venait de passer 9 jours à être choyé dans un complexe de luxe. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré récemment, et elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. « Salut », a-t-elle dit doucement en laissant tomber ses sacs dans l'entrée. « Salut », ai-je répondu en étudiant son visage. « Bon voyage ? » ?»« Oui, incroyable. Je suis juste vraiment fatigué. »« Ça te dérange si je prends une douche et que je me couche ?» Elle a disparu dans la salle de bain avant que je puisse répondre. J'ai entendu l'eau couler longtemps, bien plus longtemps que ses douches habituelles. Quand elle est enfin ressortie, elle est allée directement se coucher sans manger, sans parler, sans le débriefing enthousiaste que j'attendais de quelqu'un qui venait de passer 9 jours au paradis. Cette nuit-là, je me suis allongé à côté d'une femme avec qui j'étais marié depuis 6 ans et j'ai eu l'impression de dormir à côté d'une étrangère. Les jours suivants ont été pires. Grace était distante d'une manière qui n'avait rien à voir avec le décalage horaire ou le retour à la vie normale. Elle se perdait dans ses pensées pendant les conversations, répondait par des mots isolés aux questions et passait des heures à fixer son téléphone avec cette expression hantée. Quand j'essayais de lui parler du voyage, elle donnait des réponses vagues et génériques. C'était super. Le complexe était magnifique. On s'est amusé. Rien de précis, rien de détaillé, rien qui corresponde à l'enthousiasme des premiers jours. 2 semaines après son retour, elle a commencé à être malade le matin. Au début, elle a accusé une intoxication alimentaire ou un virus de l'estomac attrapé au complexe. Mais quand cela a continué jour après jour, une froide appréhension a commencé à s'installer dans ma poitrine. « Tu devrais aller voir un médecin », lui ai-je dit un matin après qu'elle eut passé 20 minutes dans la salle de bain. Ce n'est que le stress de la reprise du travail, insistait-elle. Mais au fond de moi, dans mes tripes, je savais déjà. 3 semaines après le voyage, Grace m'a fait asseoir sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. Mon cœur se préparait déjà à l'impact avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Je savais que quelque chose arrivait. On ne vit pas avec quelqu'un pendant 8 ans sans apprendre à lire les signes. La façon dont elle évitait mon regard depuis des jours. La manière dont elle sursautait à chaque vibration de son téléphone. Le temps qu'elle passait enfermée dans la salle de bain, porte verrouillée, l'eau coulant pour masquer ce qu'elle faisait là-dedans. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle commencé. Et ces 6 mots ont tout confirmé. Je suis enceinte. Le monde a basculé. Nous utilisions une protection. Nous avions toujours été prudents parce que nous n'étions pas prêts pour des enfants. Bon sang, nous pouvions à peine nous permettre la maison que nous avions. Un bébé ne faisait pas partie de nos plans avant au moins 3 ans, peut-être 5. Nous en avions même parlé récemment. De notre volonté de renforcer nos économies, peut-être d'obtenir une promotion, d'avoir une marge financière avant d'ajouter un être humain entier à notre tableau budgétaire. D'accord, ai-je dit lentement, gagnant du temps pendant que mon cerveau essayait de comprendre. Une partie de moi faisait déjà les calculs, tentant de comprendre comment c'était possible. Nous avions toujours été prudents. À moins qu'il n'y ait eu cette fois, quelques semaines avant son départ, où la protection avait échoué. Mais n'aurait-elle pas pris une contraception d'urgence ? Ou alors, on va s'en sortir, me suis-je entendu dire, en pilote automatique, pendant que mes pensées s'emballaient. Le moment n'est pas idéal,
mais on peut y arriver. Elle sanglotait maintenant. Des pleurs incontrôlables qui secouaient tout son corps. Ce genre de pleurs qui viennent de très loin, d'un endroit désespéré. Pas des larmes de joie liées à une grossesse. Pas des larmes de peur mêlées d'excitation. Quelque chose d'autre. Ce n'est pas le tien. 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire exploser 6 années de mariage. Je suis resté là, complètement immobile, pendant qu'elle s'effondrait à côté de moi. Une partie de mon cerveau s'est éteinte. La partie émotionnelle, celle qui aurait dû hurler, pleurer ou jeter des objets. À la place, un calme étrange m'a envahi, comme si je regardais la scène arriver à quelqu'un d'autre. Comme si je lisais un rapport de police sur la vie d'un inconnu qui s'écroule, plutôt que de vivre mon propre cauchemar. Qui ? Ai-je demandé. Ma voix sonnait étrangère à mes propres oreilles. Plate, sans émotion, clinique, presque comme si je demandais la météo plutôt que l'anéantissement de tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie d'adulte. Brandon, a-t-elle murmuré, et d'une certaine manière, je le savais déjà. Une partie de moi assemblait les pièces sans que j'en aie conscience. Les messages étranges pendant son voyage. Sa distance soudaine à son retour. La façon dont elle avait tressailli quand j'avais mentionné le nom de Mélissa. Le mari de Mélissa, le mari de sa meilleure amie, l'homme qui avait discuté poliment avec moi d'assurance et du marché immobilier lors de dîners mondains. Le type riche, accompli, apparemment correct, qui se souvenait de mon nom et me serrait la main avec assurance à chaque rencontre. L'homme qui avait une épouse qui lui faisait confiance, qui avait construit une vie avec lui, et qui avait invité ma femme à des vacances de luxe par amitié. Comment ? Ai-je demandé, sans être sûr de vouloir les détails, mais j'avais besoin de comprendre, besoin de savoir comment nous étions passés de ce que je croyais être un mariage solide à ce cauchemar assis sur mon canapé, m'avouant porter l'enfant d'un autre homme. L'histoire est sortie par fragments brisés entre ses sanglots. Mélissa avait organisé un dîner somptueux le 4e soir du voyage. Nourriture hors de prix, le grand jeu, tout le monde habillé comme pour un gala chic plutôt que pour des vacances décontractées. Brandon était venu en avion pour la soirée parce qu'apparemment les riches peuvent apparaître où ils veulent sur un simple caprice. Grace affirmait qu'ils avaient tous un peu trop bu pendant le dîner, qu'elle était sortie sur la plage pour se changer les idées, et que Brandon l'avait suivi. Qu'une chose en avait entraîné une autre et qu'il s'était retrouvé dans l'un des bungalows vides du complexe, que c'était une erreur unique alimentée par trop de célébrations et trop d'opportunités. Elle jurait que cela ne signifiait rien. Qu'elle s'était sentie coupable immédiatement. Qu'elle était rongée par le remords depuis. Qu'elle n'avait réalisé qu'elle était enceinte quelques jours plus tôt, lorsque les nausées matinales ne s'arrêtaient plus et qu'elle avait fait un test dans la panique. J'ai tout écouté avec cette même distance étrange, comme si je lisais un rapport de police sur la vie de quelqu'un d'autre en train de s'effondrer. Mélissa est au courant ? Ai-je demandé lorsqu'elle a enfin cessé de parler. Grace a secoué la tête. Personne ne le sait à part toi et Brandon. Il m'a écrit après que je l'ai découvert, me suppliant de ne rien dire à personne. Il a dit que ça détruirait son mariage et sa vie, n'est-ce pas ? Sa vie. Parce qu'apparemment, ma vie et mon mariage étaient de simples dommages collatéraux acceptables de leur erreur alcoolisée. Je suis tellement désolé, sanglotait Grace. Tellement désolé. C'est la pire erreur de ma vie. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, on peut surmonter ça. On peut trouver une solution ensemble. Je me suis levé calmement, méthodiquement, comme si je quittais une réunion au travail. J'ai besoin de prendre l'air, ai-je dit. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti de ma propre maison. J'ai conduit sans but pendant des heures, sans vraiment voir où j'allais. Mon cerveau essayait désespérément de traiter ce qui venait de se passer, mais c'était comme tenter de résoudre un puzzle pendant que quelqu'un ajoutait sans cesse des pièces qui ne correspondaient pas. 6 années de mariage, anéanties parce que ma femme n'avait pas su garder son pantalon pendant des vacances que je ne pouvais même pas me permettre. Un enfant qui n'était pas le mien grandissant dans le corps de ma femme. Conçu avec le mari de sa meilleure amie dans un complexe de luxe pendant que j'étais à la maison, seul, à manger des restes de pizza en regardant des matchs de basket. La colère est venue plus tard, pas immédiatement. D'abord, il y a eu cette phase étrange d'acceptation où tout semblait irréel et déconnecté, comme si je jouais un rôle dans une tragédie au lieu de vivre ma propre vie. Je me suis garé devant l'immeuble de mon frère à minuit et je l'ai appelé. Grant avait 5 ans de plus que moi, divorcé depuis 3 ans après que sa propre femme l'avait trompé, et c'était la seule personne que je connaissais qui comprendrait ce que je ressentais. Elle m'a trompé, ai-je dit quand il a répondu, toujours assis dans ma voiture. Elle est enceinte. Ce n'est pas de moi. Silence. Puis, où es-tu ? 20 minutes plus tard, j'étais sur son canapé avec un verre que je touchais à peine, en train de tout lui raconter. Grant a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque détail. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé quand j'ai terminé.
Je vais divorcer, ai-je répondu. Le mot avait une sonorité étrange en sortant de ma bouche. Définitif. Réel. Bien, a dit Grant. Parce que si tu avais dit autre chose, j'allais te remettre les idées en place à coups de poing. Le problème avec une trahison aussi profonde, c'est qu'elle ne vous frappe pas d'un seul coup. Elle arrive par vagues, chacune vous entraînant sous l'eau au moment où vous pensez enfin reprendre votre souffle. Cette nuit-là, chez Grant, je ne ressentais rien. Vide. Comme si quelqu'un avait vidé tout ce qu'il y avait en moi pour ne laisser qu'une coquille creuse qui me ressemblait sans être vraiment moi. Je suis resté chez Grant pendant 3 jours. Grace appelait et envoyait des messages sans arrêt, me suppliant de rentrer pour que nous puissions parler. Elle envoyait de longs textes sur à quel point elle était désolée, à quel point elle m'aimait, à quel point elle ferait n'importe quoi pour réparer ça. Elle promettait une thérapie, une transparence totale, tout ce dont j'aurais besoin pour guérir. Mais voici ce qu'elle ne semblait pas comprendre. Il n'y avait pas de guérison possible. Aucune thérapie, aucune larme, aucune promesse ne pouvait annuler ce qu'elle avait fait. Elle avait fait son choix sur cette plage avec Brandon, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Le 4e jour, je suis rentré à la maison pendant qu'elle était au travail, j'ai fait mes bagages avec tout ce dont j'avais besoin dans 2 valises et quelques cartons, des vêtements, des documents importants, mon ordinateur portable, les rares choses dans cette maison qui comptaient vraiment pour moi. J'ai agi méthodiquement, sans rien ressentir, comme si je préparais un déplacement professionnel au lieu de quitter mon mariage. J'ai laissé mon alliance sur le plan de travail de la cuisine à côté d'un mot. J'ai parlé à un avocat. Je veux divorcer. Puis je suis retourné chez Grant et j'ai commencé à démanteler la vie que j'avais passé 6 ans à construire. Grace est venue ce soir-là à l'appartement de Grant, pleurant et suppliant derrière la porte. Grant l'a renvoyée avec quelques mots bien choisis sur ce qu'elle pouvait faire de ses excuses. Elle a essayé de revenir le lendemain matin, mais Grant avait prévenu la sécurité de l'immeuble qu'elle n'était pas la bienvenue. J'ai engagé un avocat la semaine suivante. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé de toute ma vie. Il s'appelait Raymond Chen, un homme que l'avocat de divorce de Grant m'avait recommandé. La cinquantaine avancée, absolument sans fioriture, avec une réputation du genre à rendre nerveux les avocats adverses. Son cabinet se trouvait en centre-ville, dans l'un de ces immeubles au sol en marbre et aux œuvres d'art coûteuses accrochées au mur. Le genre d'endroit qui crie « Je gagne des affaires et je facture en conséquence ». Notre première consultation a duré 2 heures. J'ai tout exposé. La chronologie du voyage, la rupture de communication pendant son absence, sa confession, la grossesse. Je lui ai montré les messages, les journaux d'appel, tout ce que je documentais depuis son retour. Raymond prenait des notes avec une écriture précise, posant des questions de clarification, construisant déjà son dossier avant même que je ne l'engage officiellement. Votre affaire est simple, m'a dit Raymond quand j'ai terminé. Adultère, grossesse d'un autre homme, chronologie claire des faits. L'État de Washington est un État sans faute pour le divorce, donc nous n'avons techniquement pas besoin de prouver la faute, mais disposer de preuves concrètes d'infidélité renforce notre position sur le partage des biens et garantit que vous ne serez responsable d'aucune dépense liée à l'enfant. Il a sorti un bloc juridique et a commencé à esquisser notre stratégie. Nous déposerons une demande de divorce pour différents irréconciliables, accompagnée de documents attestant de l'adultère. Nous pousserons pour une résolution rapide puisqu'il n'y a pas d'enfants issus du mariage et que le partage des biens devrait être relativement simple. Et surtout, nous veillerons absolument à ce que vous ne soyez liés en rien à cet enfant. Aucune présomption de paternité, aucune complication liée à l'acte de naissance, rien. Elle va se battre, ai-je dit. Elle continue d'appeler et d'envoyer des messages en disant qu'elle veut arranger les choses. L'expression de Raymond était un pur cynisme, probablement forgé par des décennies à regarder des mariages imploser. Elles le font toujours jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Pour l'instant, elle est en mode panique, réalisant l'ampleur de ce qu'elle a détruit. Une fois qu'elle comprendra qu'il n'y aura pas de réconciliation et qu'elle devra affronter une maternité solitaire, un scandale public et la perte de sa sécurité financière, elle acceptera un accord. Elles finissent toujours par accepter. Ses honoraires de départ s'élevaient à $5 000. J'ai signé le chèque sans hésiter. Regardez 6 années de préparation à une vie commune se transformer en procédure de divorce. L'argent que nous avions mis de côté pour rénover un jour la cuisine servait désormais à m'extraire légalement des décombres de la trahison de ma femme. Raymond était méticuleux dans sa préparation. En 3 jours, il avait déposé les premiers documents établissant mon intention de divorcer. En 1 semaine, il avait rédigé une requête complète détaillant toute l'affaire dans un langage juridique froid qui rendait la trahison encore plus réelle. Le requérant allègue que des différends irréconciliables sont survenus, rendant la poursuite du mariage impossible. Les pièces justificatives incluaient des preuves horodatées de l'absence prolongée de l'épouse, l'aveu documenté de relations extraconjugales et la confirmation d'une grossesse par un tiers.
Il a également déposé immédiatement les documents nécessaires pour s'assurer que je ne serais pas présumé père de l'enfant de Grace. Dans notre État, il existe cette loi archaïque qui présume que tout enfant né pendant un mariage est légalement celui du mari, sauf si la paternité est formellement contestée. Raymond ne prenait aucun risque. Il a déposé les documents avant même la naissance du bébé, établissant une barrière juridique entre moi et toute responsabilité financière liée à l'erreur de Brandon. Nous construisons une forteresse, m'a expliqué Raymond lors de l'une de nos réunions. Tous les angles sont couverts, chaque complication potentielle est traitée avant de devenir un problème. Quand tout sera terminé, vous partirez sans aucune attache juridique persistante. Les papiers du divorce ont été signifiés 2 semaines après ma première rencontre avec Raymond. Je les ai fait remettre sur son lieu de travail pendant sa pause déjeuner, ce qui fait probablement de moi un salaud, mais je n'en avais plus rien à faire de ses sentiments. Elle avait cessé de se soucier des miens au moment où elle avait suivi Brandon dans ce bungalow. L'huissier m'a rapporté qu'elle avait pleuré sur le parking pendant 20 minutes après avoir lu les documents. Une partie de moi s'est sentie coupable pendant environ 3 secondes avant de me rappeler qu'elle portait l'enfant d'un autre homme et qu'elle avait détruit notre mariage pour une aventure alcoolisée avec le mari de sa meilleure amie. C'est là que les choses sont devenues compliquées. Vraiment compliquées. Grace a lancé une campagne à grande échelle pour sauver notre mariage. Cela aurait été impressionnant si ce n'avait pas été aussi pathétique. Elle s'est présentée à mon bureau 3 fois durant la première semaine après la signification des papiers. La première fois, elle est arrivée jusqu'à mon bureau avant que la sécurité ne l'escorte dehors, en pleurs et suppliant devant mes collègues. Mon patron est sorti pour voir d'où venait le remue-ménage et j'ai dû expliquer. Devant la moitié de mon service que ma femme m'avait trompé et que je divorçais. La deuxième fois, elle m'a attendu sur le parking et a tenté de me coincer près de mon pick-up. J'ai dû appeler la sécurité de l'immeuble pendant qu'elle criait à quel point elle m'aimait. Des gens ont filmé la scène avec leur téléphone. La troisième fois, la sécurité l'a repérée avant même qu'elle n'entre dans le bâtiment et l'a expulsée pour intrusion. Elle a envoyé des fleurs accompagnées de cartes suppliant pour une seconde chance. Elle a écrit des lettres manuscrites, parfois longues de 5 pages, expliquant comment nous pourrions élever l'enfant de Brandon ensemble comme s'il était le nôtre, si je lui pardonnais simplement. Cette idée m'a donné physiquement la nausée. Elle appelait et envoyait des messages sans arrêt. Mon téléphone s'illuminait 50 fois par jour de messages allant d'excuses désespérées à des accusations pleines de colère. J'ai bloqué son numéro, alors elle a commencé à appeler depuis d'autres téléphones. Elle s'est présentée plusieurs fois à l'appartement de Grant, pleurant derrière la porte jusqu'à ce que Grant menace d'appeler la police. Une nuit, elle est restée assise dans sa voiture pendant 3 heures à regarder l'immeuble. Elle a contacté toutes les personnes de ma vie. Mes parents ont reçu des appels larmoyants. Ma mère m'a même appelé après l'un de ces échanges pour suggérer que j'étais peut-être trop dur, que tout le monde fait des erreurs. J'ai dû rappeler à ma propre mère qu'il y a une différence entre pardonner un anniversaire oublié et pardonner une grossesse résultant d'une relation avec le mari de sa meilleure amie. Elle a appelé mes amis en essayant de les convaincre de me faire changer d'avis. La plupart l'ont immédiatement rembarré, mais quelques-uns ont cru à son histoire pleine de sanglots. Elle a même tenté d'impliquer mon patron, l'appelant directement pour lui expliquer que je prenais des décisions impulsives que je regretterais. Il m'a appelé, visiblement très mal à l'aise, et m'a suggéré d'envisager une ordonnance de protection. Ma mère m'a rappelé après une conversation particulièrement dramatique avec Grace. Elle a l'air sincèrement désolée, mon chéri. Tu es sûr de ne pas vouloir au moins essayer une thérapie de couple? Maman, elle m'a trompé avec le mari de sa meilleure amie et elle porte son enfant. Qu'est-ce que je suis censé réparer exactement? Le mariage, c'est le pardon, a dit ma mère doucement. Personne n'est parfait. Il y a une différence entre pardonner quelqu'un qui a oublié ton anniversaire et pardonner quelqu'un qui a détruit tout ton mariage. Elle a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Le pire, c'était de voir des gens débattre sérieusement de la question de savoir si je devais la reprendre. Comme si c'était même discutable. Comme si la réaction appropriée au fait que votre femme soit enceinte d'un autre homme devait être la compréhension et le pardon plutôt que de fuir le plus loin possible. Puis Melissa a appris la vérité, et c'est là que tout a véritablement explosé en une guerre sociale nucléaire. Je l'ai appris par Kelly, une connaissance commune qui travaillait avec Grace dans l'association. Elle m'a appelé un soir, la voix basse, comme si elle partageait une information classifiée. Tu dois savoir ce qui se passe. Melissa sait tout. Elle a confronté Grace lors du gala de charité hier soir et ça a été brutal. Apparemment, Melissa avait remarqué que Grace s'éloignait de leur amitié. Fidèle à son caractère direct, Melissa s'est rendue à l'un des événements professionnels de Grace pour exiger des explications. La confrontation a eu lieu devant environ 100 donateurs et membres du conseil de l'association. Grace, jamais très solide sous pression, s'est complètement effondrée et a tout avoué. Kelly a dit que le cri de Melissa s'est entendu à travers les portes fermées. Puis le silence. Puis la voiture de Melissa quittant le parking à une vitesse dangereuse.
Les retombées ont été dévastatrices. Mélissa a demandé le divorce dans les 48 heures. Pas un divorce ordinaire. Un divorce façon guerre totale. Elle a immédiatement gelé tous les comptes communs, fait changer les serrures du manoir pendant qu'il était au travail et déposé toutes les barrières juridiques possibles pour l'empêcher de s'approcher pendant qu'elle démantelait leur vie commune. Mais Mélissa ne s'est pas arrêtée à la guerre juridique. Elle a aussi pratiqué la politique de la terre brûlée sur leur cercle social. En moins d'une semaine, tout leur groupe d'amis fortunés savait exactement ce qui s'était passé. Les conversations lors des dîners tournaient désormais autour de la trahison de Brandon et du rôle de Grace en tant qu'amie qui avait tout détruit. Les invitations se sont taries complètement. Des personnes autrefois amicales se comportaient soudain comme si Grace était porteuse d'une maladie contagieuse. L'exil social a été méthodique et brutal. Grace s'est retrouvée totalement coupée du seul cercle social qu'elle avait conservé depuis l'université. Même ceux qui n'étaient pas particulièrement proches de Mélissa ont pris leur distance. Personne ne veut être associé à une femme qui a couché avec le mari de sa meilleure amie, surtout dans des cercles où la réputation compte plus que presque tout le reste. La vie de Brandon s'est effondrée tout aussi spectaculairement. Les relations professionnelles sont devenues compliquées. Des partenariats ont été dissous. Des adhésions à des clubs de golf ont été discrètement révoquées. Son nom a disparu des conseils d'administration d'organismes caritatifs. Dans leur milieu, être publiquement étiqueté comme un infidèle ayant mis enceinte la meilleure amie de sa femme était pire que n'importe quel crime financier. L'association pour laquelle Grace travaillait est devenue mal à l'aise, elle aussi. Plusieurs donateurs majeurs étaient des amis de Mélissa, et leurs contributions ont soudainement fait l'objet de réévaluation. Son patron l'a convoqué pour une discussion sur le maintien de limites appropriées et la représentation des valeurs de l'organisation. Elle n'a pas été licenciée sur le champ, mais l'issue était écrite sur le mur. Grace m'a appelé un soir, sanglotant si fort que je la comprenais à peine. Tout le monde me déteste. J'ai tout perdu. Mes amis, ma réputation, toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas affronter ça seul. Tu aurais dû y penser avant d'avoir une relation avec Brandon, ai-je répondu. Ce n'était pas une relation, a-t-elle insisté. C'était une erreur. Une nuit. Une nuit que je regrette chaque jour depuis. Une nuit qui a abouti à une grossesse. Une nuit qui a détruit 2 mariages. Une nuit qui m'a montré exactement qui tu es quand tu penses pouvoir t'en tirer sans conséquence. Ce n'est pas qui je suis. J'ai fait une erreur. Je ne suis pas une mauvaise personne. Tu as raison, ai-je dit. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es simplement quelqu'un qui a fait un choix vraiment catastrophique et qui doit maintenant vivre avec les conséquences. Bonne chance avec ça. J'ai raccroché et bloqué son numéro. J'en avais fini d'être son soutien émotionnel pendant qu'elle gérait le chaos qu'elle avait créé. Le divorce a été finalisé 4 mois après le dépôt de la demande. Grace avait tenté de le faire traîner, espérant que je change d'avis, mais Raymond avait été impitoyable pour faire avancer la procédure. Nous n'avions pas d'enfants ensemble, pas de bien compliqué, aucune raison valable de retarder les choses au-delà de son espoir désespéré que le temps guérisse quelque chose qui était irréparable. Elle a gardé la maison parce que son nom figurait sur le prêt immobilier, et je n'avais aucun intérêt à y vivre de nouveau. J'ai pris ma part de nos économies, ma voiture et ma liberté. Un échange équitable, à mon avis. Le bébé est né 6 semaines après la finalisation de notre divorce. Un garçon, cheveux foncés, yeux foncés, qui ne me ressemblait en rien et ressemblait en tout à Brandon, d'après la photo que ma mère m'a montrée après avoir parlé à la mère de Grace. Certaines choses ne changent jamais, y compris le réseau de ragots du voisinage. Grace a quand même essayé de faire inscrire mon nom sur l'acte de naissance, ce qui a entraîné une brève bataille juridique qui s'est terminée par un test de paternité, prouvant ce que tout le monde savait déjà. Brandon était le père biologique, ce qui signifiait qu'il devait payer une pension alimentaire tout en gérant son propre divorce chaotique avec Mélissa. Le karma a parfois un sens de l'humour. J'ai croisé Mélissa environ 6 mois après que tout se soit effondré. Elle venait d'emménager dans un nouvel appartement en centre-ville, fréquentait un homme travaillant dans la tech et avait l'air mieux que je ne l'avais jamais vue, heureuse, libre, comme si elle avait porté un poids mort pendant des années et l'avait enfin lâché. « Comment vas-tu » m'a-t-elle demandé autour d'un café. « Mieux que prévu » ai-je répondu honnêtement. « Toi aussi. » Apparemment, quitter un mari infidèle est excellent pour la santé mentale. Elle a souri, avec toutefois une pointe de dureté. J'ai entendu dire que Grace allait mal. Ce n'est plus mon problème. Bien, a dit Mélissa fermement. Elle ne mérite pas ta compassion après ce qu'elle nous a fait à tous les deux. Nous avons parlé pendant 1 heure, 2 personnes qui avaient servi de dommages collatéraux à la décision égoïste de quelqu'un d'autre, trouvant un terrain commun dans la survie. Elle m'a dit qu'elle déménageait à Seattle le mois suivant pour un nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelle vie, tout recommencer.
Tu devrais faire pareil, a-t-elle dit. Pars d'ici. Arrête de tomber sur des rappels constants. Elle n'avait pas tort. Mais j'étais têtu. C'était ma ville, ma maison, ma vie. Ce n'était pas à moi de partir et de recommencer à zéro. C'était à ceux qui avaient tout gâché, pas à ceux qui en avaient subi les conséquences. Cela fait 1 an maintenant que Grace est partie pour ce voyage. 1 an depuis que mon mariage s'est terminé dans un complexe de luxe que je ne visiterai jamais et dont je ne sais même pas prononcer le nom. 1 an depuis que j'ai appris que, parfois, les personnes en qui on a le plus confiance sont celles qui vous blessent le plus.